Donc bonjour à tous, c'est Julien de Contips. Aujourd'hui je suis avec Olivier Martin, avocat fiscaliste, Bonjour à tous. et il va décrypter pour nous la loi Pacte. Alors la loi Pacte, c'est porté par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Quel impact va avoir cette loi sur l'environnement des crypto-monnaies et de la blockchain? Alors, effectivement, le législateur français, par un projet de loi qu'on appelle le projet de loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, donc le législateur français a décidé de prendre en compte une réalité qui est escalée, c'est-à-dire le développement d'une économie liée à la technologie blockchain. Et donc, elle a pris en compte véritablement la pratique telle qu'elle se faisait et notamment elle a décidé d'essayer de prendre en compte la réalité qui est celle des ICO en particulier. Et pour cela, elle a décidé de définir un certain nombre de concepts, que ce soit le concept de token, on va y revenir un petit peu plus tard, ou que ce soit le concept justement d'ICO, pour dire ce qu'est une ICO et ce que n'est pas une ICO. Et donc derrière, en ce qui concerne le token, elle a eu une définition qui est large et étroite à la fois, puisqu'il s'agit de tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou des droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc il s'agit bien de la blockchain, et permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Donc on voit bien qu'on a une définition qui est très large, puisque effectivement on vise tout bien incorporel, tout actif numérique, tout cryptoactif, mais également il y a eu une restriction, et c'est là que je trouve cette définition pas mal, mais à côté de ça, pas forcément totalement adéquate, puisque je suis pas sûr que tout token ait vocation à identifier directement ou indirectement son possesseur. Donc, en tout cas, c'est une tentative de définition. Ça va peut-être évoluer, peut-être dès l'année prochaine, mais au moins le législateur tente véritablement d'insérer l'économie de la blockchain dans l'économie réelle. Et donc, c'est déjà un bon point. Ensuite, effectivement, il y a eu le développement d'une tentative de réglementation de ce que sont les ICO. L'ICO, suivant le législateur français, déjà, on va utiliser le terme français, c'est une offre publique de jetons. C'est très important puisqu'on est en France et que donc on parle français. Mais au-delà de ça, grosso modo, le régime tel qu'il a été défini, c'est un régime par défaut. C'est-à-dire, soit on peut y appliquer par exemple le régime applicable au titre financier si le jeton ressemble à un titre financier, et dans ce cas-là, on retombe sur le régime de l'IPO, donc le régime de l'offre publique classique de souscription à des titres financiers tel qu'il est régi par le règlement général de l'AMF. D'accord. Donc les tokens de type securities plutôt. Exactement. Soit on est sur un utility token, très clairement, et dans ce cas-là, effectivement, le régime aurait vocation à s'appliquer. Sachant que ce régime, pour qu'il soit applicable, il faut que ça soit véritablement une offre publique. Il ne faut pas que le public qui soit visé soit limité. Donc, c'est une tentative de réglementation. Il faut préciser que le visa tel qu'il est proposé, donc qui va être un visa optionnel, est un visa qui, le législateur se laisse 2 ans pour savoir s'il va le rendre obligatoire ou pas. Mais ce qui est important, c'est que donc ce visa,
qui est ouvert donc aux porteurs de projets installés en France, pour parler vraiment simplement, et qui prévoit la mise en place d'un dispositif de séquestre pour les cryptoactifs recueillis, ce qui est le plus important parce que le but véritablement de cette réglementation, c'est de faire en sorte d'éviter les arnaques. Et donc le but, c'est de dire, vous sollicitez un visa optionnel de l'AMF, vous présentez un certain nombre de garanties qui nous permet de dire que votre projet est sérieux et que vous n'allez pas vous barrer avec la caisse. C'est véritablement ça, pour faire simple. Donc dans ce cas-là, on vous attribue ce visa, on va vous contrôler suivant le règlement général de l'AMF, et bien, cela va vous permettre une chose, c'est que vous allez avoir droit au service bancaire, c'est-à-dire droit à un compte et droit, en cas de refus, de pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un compte par la Caisse des dépôts et consignations. Okay. Et quel impact en fait cette loi pour les porteurs d'ICO? Alors, l'impact, il va y avoir des obligations, et donc ce que j'ai commencé à aborder, c'est-à-dire il va y avoir des droits. Les obligations, ça va être de soumettre le white paper au visa de l'AMF. Le white paper, pour rappeler très simplement de quoi il s'agit, c'est l'identification des porteurs de projets, le token design, savoir concrètement à quoi va servir ce token, et derrière, savoir où on affecte les fonds et quelle va être la destination des fonds qui vont être versés. Si l'AMF estime que le projet, suivant les critères qui vont être définis dans son règlement général, permet l'obtention du visa, cela va surtout permettre aux porteurs du projet de pouvoir bénéficier de quelque chose qui est absolument fondamental, c'est le droit au compte bancaire et les services bancaires, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc si une banque refuse l'ouverture d'un compte à un porteur de projet, il sera possible par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations d'ouvrir un compte bancaire. Ça, c'est le premier point. Le but de tout ça, c'est de faire en sorte que les porteurs de projets puissent véritablement développer leurs projets et qu'ils puissent les insérer dans l'économie réelle. Et deuxième point, faire en sorte que, bien évidemment, ces projets soient attractifs pour les investisseurs. Et pourquoi une loi pour ça? C'est faire en sorte que les projets soient basés en France et pas ailleurs. Si je synthétise bien, la loi Pacte donne une première définition juridique d'un token qui n'est pas forcément parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et elle offre aussi un visa optionnel pour certaines entreprises qui veulent créer des ICO, afin de rassurer et d'offrir un cadre fiable aux investisseurs sur certaines règles de bonne gestion et pour éviter les arnaques. Exactement. Voilà. Est-ce que cette loi Pacte, elle a aussi un impact sur d'autres acteurs de la blockchain? Alors oui, puisque cette loi Pacte, c'est un peu une loi fourre-tout, et très clairement, ils ont essayé de faire en sorte de prendre en compte différentes réalités, et notamment les plateformes d'échange, les brokers, et les sociétés qui proposent de conserver les cryptoactifs pour vous. Ils ont prévu de mettre en place pour ces sociétés-là un enregistrement préalable à l'activité. Donc c'est relativement intéressant puisque, encore une fois, bien évidemment, ceux qui souhaiteront s'enregistrer devront fournir un certain nombre de garanties pour faire en sorte d'être enregistrés et donc rassurer les investisseurs, et donc là, en l'occurrence, soit ceux qui font des échanges de crypto-monnaies ou ceux qui souhaitent confier leur crypto-monnaie à des tiers pour conservation. Et dernier point qui est intéressant également, un visa optionnel est proposé pour les sociétés qui vont effectuer du conseil en investissement en cryptoactifs. Ce qui va permettre également donc de les soumettre à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'AMF et de rassurer l'investisseur sur la crédibilité et le sérieux du conseiller. Donc si on résume globalement, cette loi Pacte, en fait, elle permet de mettre les bases d'un cadre juridique propice au développement de la blockchain et de son économie en France.
C'est exactement ça. Donc voilà, merci Olivier de nous avoir décrypté un peu cette loi Pacte. Merci à vous. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et puis partagez-la.